Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH. L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout, tu vas avoir bien du fun. Présenté par l'agence marketing Waventi. Cheers! Bienvenue sur l'épisode 7 où on parle du recrutement de masse. Notre premier invité, Adrian, est directeur d'acquisition de talent chez Logistec Corporation. Notre deuxième invité, Moussine, est directeur RH chez Renaissance. Notre troisième invité, Jérôme, est responsable du recrutement chez Annexair. Et notre dernière invitée, Maude, est cofondatrice et associée chez Talent IQ. Bon épisode! Adrienne, t'es Talent Acquisition Manager chez Logitech, impliqué vraiment dans les RH. Je chapeaute aussi le recrutement pour les filiales de Logitech, en fait. Des candidats, t'en vas passer beaucoup, hein. Si je me trompe pas. Puis même si t'es là depuis un petit peu plus de 2 ans, je pense que t'as eu un gros impact chez Logitech. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce que vous avez mis en place dans les derniers mois, dernières semaines même pour le recrutement, pour favoriser le recrutement. Oui, en effet, ça fait plus de 2 ans que je suis avec Logistec. Logistec, c'est une corporation, une compagnie qui a été fondée au Québec. On offre des services dans le domaine des changements de bateaux, le domaine maritime, mais en même temps, on a une compagnie qui opère dans le domaine de l'environnement, des solutions environnementales depuis 35 ans, une compagnie qui s'appelle Sanexen, qui est quand même assez connue dans le marché. Combien d'employés les deux compagnies? Les deux compagnies ensemble, on parle présentement d'environ 3500 employés à travers le Canada et les États-Unis. Bien évidemment, pour toute la partie service maritime, on est présent aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis, donc jusqu'à Houston, euh, dans le sud, où est-ce qu'on opère? On opère dans plus que 75 terminaux à travers Mhm. l'Amérique C'est du Nord. immense. Ouais. Et toujours en croissance, on est une compagnie qui a grandi de façon organique, mais aussi par des acquisitions. C'est évident que les enjeux au niveau RH, les enjeux au niveau recrutement sont là pas mal. C'est quoi, puis justement, c'est ça, c'est quel type d'enjeu? Parce que vous recrutez énormément, là, c'est 3500, là, puis on sait que le taux de roulement aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais je sais qu'en général, il est quand même assez haut. Comment, c'est quoi vraiment avez-vous mis des choses en place qui vous permettent d'aller chercher du volume? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes capable de pallier à ces enjeux-là? Et par la nature des types de services que nous on offre à nos clients, c'est clair qu'on dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. La météo. Autant pour l'industrie, donc pour les deux types de services que nous, on est capable d'offrir à nos clients. Donc, la météo est un facteur. Bien évidemment, la planification de la main-d'œuvre, à un moment donné, quand tu dépends de beaucoup de facteurs, c'est quand même assez difficile à réaliser. D'emblée, on commence avec ça en tête. Et de toute évidence, tout le monde le sait maintenant, nous sommes dans une guerre de talents. On réalise rapidement, j'ai réalisé rapidement depuis que je suis arrivé que le status quo n'est pas une option, hein, n'est plus une option. Je pense que la COVID a joué un rôle important Mhm. et nous a amené justement à penser les choses autrement. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que nous avons mis en place? Je pense que le comportement des candidats a changé énormément Mhm. dernièrement. On a commencé à réaliser qu'il n'y en a plus des candidats qui appliquent sur nos affichages. Peu importe le type d'affichage que tu vas faire, peu importe l'outil que tu vas utiliser. Je ne veux pas nommer, tout le monde connaît les job boards qu'on utilise de nos jours. On ne recevait pas assez de candidats pour être capable de combler nos postes. Donc, on a tout de suite dû se réorganiser et aller vers les médias sociaux et regarder les médias sociaux comme une source potentielle pour l'attraction et pour le recrutement. Donc, comme les candidats viennent comme pas à vous, si on veut, de moins en moins, il faut aller les chercher.
C'est ça aussi. Et aussi, un autre changement dans le comportement de nos candidats, c'est surtout pour le type de postes que nous, on recrute souvent. Tu demandais à un moment donné combien de postes on compte par année. Juste te donner une idée à travers le Canada et les États-Unis, proche de 1500 à Ouf. 1700 personnes qu'on recrute chaque année. Beaucoup de main-d'œuvre spécialisée, des opérateurs de machines lourds, des camionneurs, des manœuvres spécialisées pour la construction, des ingénieurs d'ailleurs en environnement. On réalise de plus en plus que les gens n'ont pas le temps d'écrire en CV. Hein. Et ils ont tellement d'opportunités à gauche et à droite que ils regardent même plus le, le, les médias traditionnels, si je peux dire ça, ou les façons qu'on avait il y a 3, 4 ans pour appliquer sur un poste. Ça fait en sorte que nous, comme spécialistes en acquisition de talent, on doit s'adapter et on doit réaliser que tout ce qu'on a mis en place il y a 3, 4 ans, ça peut plus fonctionner de nos jours. Puis donc, est-ce que ça prend forme sur des nouveaux, par exemple, avantages sociaux? Est-ce que c'est vraiment juste que vous êtes plus agressif sur le recrutement? Comment vous allez chercher ce Euh, monde? c'est une excellente question. Tu m'amènes à un niveau plus large. Bien évidemment, c'est pas juste la traction de talent. C'est impossible de se fier comme organisation juste sur l'effort de recrutement et l'investissement à ce niveau. Chez Logistec, à Sanexen, nous avons travaillé beaucoup sur les conditions de travail. La sécurité de nos gens, je pense qu'elle est primordiale. Donc, et surtout pour les gens qu'on recrute, qu'on embauche, c'est quand même assez important. Donc, tous les efforts que nous, on doit mettre en place, donc on ne parle pas juste des avantages, on parle aussi euh, des, des, des conditions de travail. Ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en considération. Et bien évidemment, au niveau des avantages sociaux, c'est quelque chose qui est évolutif. La société change, les besoins des gens changent énormément. Donc, c'est impossible pour nous, encore une fois, status quo, de penser que ce qu'on avait au niveau des avantages sociaux, des avantages pour nos employés il y a 5 ans, ça va fonctionner à date d'aujourd'hui. Si on parle des avantages sociaux, est-ce qu'il y a des choses que vous avez carrément mis en place que ça, c'est vraiment nouveau? Est-ce que les employés, par exemple, demandent aussi des choses nouvelles? Oui, et c'est aussi ce qu'on appelle peer pressure, non? Les compagnies qui sont autour de toi sont en train de se réinventer et d'investir beaucoup dans le bien-être de leurs employés. Donc, nous, on a pris une approche quand même, on a une approche quand même donc on a misé sur le fait que, sur le long terme. Donc, on ne veut pas juste se revirer tout d'un coup et augmenter les salaires et essayer de faire tout le possible pour avoir tous les employés sur le marché et par la suite les perdre tout de suite. On s'est focusé beaucoup sur la carrière de nos gens. C'est difficile, surtout pour les saisonniers qu'on embauche. Par exemple, juste te donner un exemple de la majorité des entreprises vont les embaucher juste pendant l'été et par la suite, ils vont Ouais. partir et on va essayer de les rappeler l'année prochaine. Nous, on offre des avantages sociaux à ces gens-là. On voit qu'ils restent, donc ils peuvent continuer à bénéficier de leurs avantages, même si ils travaillent pas OK. activement pour nous. Donc, on les garde et on essaye même à leur offrir des emplois pendant l'hiver. Donc, comme organisation, on commence à regarder des opportunités pour des types de contrats qu'on peut avoir pendant l'hiver. Et comme ça, on peut leur donner une continuité. On a des gestionnaires et j'ai eu le plaisir de travailler beaucoup avec les gestionnaires dernièrement et un des gestionnaires qui me disait que lui, il a un taux de roulement de très, très bas, de 2% ou 3% pour son équipe de C'est quoi saisonniers. son Je me secret, demandais Seigneur? quelle est la sauce? Qu'est-ce que tu utilises comme sauce pour t'assurer que tu as une taux de C'est rétention quoi les si ingrédients, là? quels sont les ingrédients? Merci beaucoup. Et, et, et il a expliqué, c'est l'approche humaine. C'est le fait qu'il s'occupe beaucoup, il prend soin de ses employés
et il s'assure que les employés que lui il a sur sa charge sont bien carrés, ils savent tous exactement ce qui se passe sur leur projet, la planification de leur travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que peu importe les avantages sociaux que tu vas mettre en place comme une entreprise, à un moment donné, tu dois regarder la façon que les gens sont gérés. Et c'est là où est-ce qu'on a mis beaucoup, beaucoup des efforts au niveau de tout ce qui est éducation de nos gestionnaires par rapport à tout ce qui est la gestion de nos employés. Parce qu'on a tendance, puis c'est un bon point parce qu'on a tendance, je pense, à l'oublier beaucoup parce que l'air est au recrutement agressivement parce que le besoin est là criant. Mais faut pas que ça soit délaissé au profit de la rétention, de genre justement s'assurer que les employés soient bien. Puis ça veut dire quoi? Tu sais, la rétention, c'est quoi? C'est vraiment ce que tu parles de le bien-être des employés, mais aussi de la communication. Il faut que les gens savent qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu ailles leur demander c'est-tu correct? Qu'est-ce que tu as besoin là? Puis qu'on soit vraiment proactif là-dessus, parce que sinon, on est tout le temps juste. Si le taux de roulement est aux 6 mois, un an, mais on est tout le temps juste en train de former des employés, dans le fond. C'est juste ça que vous êtes en train de faire. Tu sais. Bien évidemment, et la productivité, elle ne va pas être là parce que tu es juste en train de former Les d'autres employés. juniors. Absolument. Exact. Tu parlais de long terme. Tantôt, Adrienne, vous avez travaillé beaucoup sur votre marque employeur, que moi, je l'évalue beaucoup comme étant quand tu travailles sur ta marque, autant en marketing qu'en marque employeur avec les RH, c'est que c'est pensé à long terme. Est-ce que c'est quand même assez relativement récent que vous la mettez de l'avant, si on veut? Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose des bénéfices de ça déjà? Ah oui, absolument. Le numéro un, c'est le nombre de candidats. Avec les campagnes qu'on a mis en place via Facebook, avec des pages d'accueil, avec votre support, on était capable d'attirer des candidats justement, ce type de candidats qui n'appliquent forcément pas et qui n'ont pas un CV. Donc, on a réussi d'élargir tout d'un coup notre pool de candidats et on s'est donné, on est capable maintenant de se donner plus de si je peux dire, on a des stratégies qui nous aident à attirer plus de candidats via les médias sociaux. Donc ça, c'est le numéro un. Numéro deux, je te dirais que c'est un petit peu, il y a tellement de types de postes qui sont offerts et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui existent, qui opèrent aujourd'hui au Québec. C'est un petit peu difficile à un moment donné avec seulement un affichage ou avec seulement une image d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'annexer ou quel est le type de carrière qu'ils peuvent avoir avec notre entreprise. Donc, avec l'aide des médias sociaux, des vidéos on a bâti ensemble pour tout ce qui est le recrutement, on est capable d'expliquer un petit peu et de montrer qu'est-ce que les gens peuvent faire quand ils vont joindre Sanexen ou Logistique et ça devient plus facile pour nous de recruter. Les gens sont plus éduqués. Ça réduit beaucoup le temps que le recruteur, que nos recruteurs vont dépenser au téléphone pour expliquer c'est qui Sanexen, c'est qui Logistique. Et le troisième aspect, je te dirais quelque chose de très important, c'est la rétention de nos employés. C'est l'engagement de nos employés. Parce qu'en réalité, on met devant pas forcément les directeurs ou les VP de notre département et de notre entreprise, sont nos employés parce que les autres sont les plus importants. Et ils sont tellement fiers de faire partie de ce type d'exercice. Et tu vois la fierté dans leurs yeux. Ils ont le goût d'expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils sont là, leur raison d'être. Et tu vois par la suite des commentaires sur les médias sociaux, sur Facebook et ainsi de suite. Des gens qui participent. Des gens qui participent et la famille qui va commenter et qui vont laisser des messages, des amis qui vont laisser des messages et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est réellement un plaisir de travailler avec nos employés pour bâtir ce type de campagne d'attraction. C'est les ambassadeurs. Exactement. D'ailleurs, on a mis ça en place, donc au-delà de tout ce qui est les campagnes de médias sociaux, soit sur Facebook, sur LinkedIn et ainsi de suite. Nous sommes en processus, non, de regarder ensemble TikTok
Mais on s'est lancé aussi dans un processus de Employer Brand Ambassador, des ambassadeurs de marque. Donc, on va utiliser beaucoup, on va se fier beaucoup sur nos employés pour justement attirer des candidats. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un bon point. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être un défi à mettre en place, mais qui va être bénéfique à long terme. Tu sais, ça ne sera pas parfait au début. Je pense qu'il n'y a rien qui est parfait au début, mais le fait de travailler ça fait en sorte que, tu sais, les employés, c'est carrément les ambassadeurs. Fait que aussi, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qu'on a en référence, c'est parce que notre employé a dit, hey, viens travailler avec nous, on est une belle gang. C'est vraiment payant à long terme. C'est vraiment payant pour l'esprit d'équipe et tout ça. Absolument. C'est l'esprit d'équipe et c'est la continuité, hein. C'est quelque chose que tu peux toujours continuer à utiliser pour attirer des gens, pour attirer des candidats qui peuvent faire partie de notre famille. Adrienne, on revenant à cette question-là, vu qu'on est sous le thème du recrutement de masse, il y a de quoi il y a une nouvelle tactique qui est sortie que j'ai vue récemment dans le journal avec je pense, si je ne me trompe pas, c'était Excel d'or qui avait fait ça ou Wallimel, je suis pas sûr de l'entreprise exactement, je me souviens plus bien, mais qui avait fait juste une complète page pour dire si vous voulez recruter, faites juste prendre en photo puis vous cochez oui ou non si vous êtes intéressé à la job, puis c'est absolument tout. Pas de CV, rien d'autre, juste envoyer une photo à la compagnie. Euh, le pas de CV, c'est pas intuitif pour les entreprises, les recruteurs. Qu'est-ce que toi tu penses de ça, le fait de commencer à faire du recrutement sans CV? Euh, on commence à parler dans notre communauté acquisition de talent de euh, tout ce qui est ce changement-là au niveau de la disponibilité de main-d'œuvre et quel est l'impact? L'impact est quand même assez profond. Dans le sens qu'on doit revoir la façon qu'on décrit et qu'on regarde le travail d'un individu, d'une personne au sein de l'entreprise. On s'est fié auparavant dans le processus de recrutement, dans le processus de sélection et de gestion des employés sur le traditionnel, non? 2, 3 ans d'expérience, 5 ans, un DEC ou un AEC ou des études collégiales, des études universitaires dans un certain domaine, dans un domaine ou un autre, on réalise que ça ne s'applique plus. Et c'est pas juste pour le recrutement de masse. Ça s'applique pour des rôles spécialisés aussi, Mhm. où est-ce que, tu sais, dans le domaine TI, tu as beaucoup de postes maintenant dans tout ce qui est analyse Oui. d'affaires qui sont pas des gens forcément TI, hein. Sont des gens d'affaires, des gens avec des études dans un domaine connexe, qui font un travail magnifique dans tout ce qui est implantation des services TI, ainsi de suite. Donc, je te dirais que ma réponse à ta question est oui, c'est ça le futur. C'est beaucoup, on doit s'axer sur les habiletés des candidats et le désir surtout nos applicants, des gens de travailler et d'exécuter ce type de travail. Donc, ce n'est plus de regarder l'expérience des travails antérieurs, mais beaucoup plus le désir et l'intérêt d'une personne de faire partie de ton équipe. Et par la suite, miser beaucoup sur la formation. Énormément sur la formation. Une fois que sont rendus chez nous, les prendre en charge, leur donner beaucoup de support et les encadrer et les former et leur donner une carrière dans des domaines qu'ils ont dans le passé, ils n'ont jamais pensé qu'ils vont avoir là. J'adore. Est-ce que tu penses que le CV est amené à disparaître? Bold? Pour certains types de postes, oui. Pour certains types de postes, et je te dirais même que probablement dans le futur, même la description de poste, l'affichage de poste tranquillement va prendre une autre type va être différent. Évoluer. Je pense que ça va être beaucoup axé sur le visuel. Ça va être beaucoup axé sur une vidéo d'introduction, euh, comme je disais au début de notre discussion, c'est le comportement des gens a changé énormément. La façon qu'ils consomment l'information a changé
drastiquement. C'est plus du texte, c'est beaucoup du visuel et t'as quelques secondes à attirer l'attention d'un candidat de nos jours. Et ça, c'est pas parce que les gens sont pas capables de lire, mais ils sont tellement bombardés par des emplois à gauche et à droite qu'à un moment donné, nous, on est obligé de changer. C'est pas les candidats qui vont changer, c'est pas le comportement, notre comportement à la fin de la journée, parce que nous aussi, on fait partie, on s'est inclus là-dedans. Notre comportement ne va pas changer. On va être toujours sur Instagram, on va être toujours sur Facebook et sur TikTok. Merci merci pour le partage, merci pour les insights, Adrien. C'était vraiment une belle conversation, une belle discussion. Merci pour ta participation, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Mot de la fin? Mais je tiens à vous remercier. Hein. On a commencé avec vous tous les efforts en matière de changement, en matière d'attraction de talent. Si je peux dire, on est une entreprise qui offre beaucoup d'opportunités de carrière à travers le Canada, à travers les États-Unis, aux États-Unis, au Canada. Donc, bien évidemment, on va être là. Cette année, on va fêter 70 ans d'existence, donc c'est pas rien. Hein. Et c'est très intéressant comme des entreprises qui sont vues comme assez classiques, si je peux dire, sont capables de se réinventer. Et ça, c'est très intéressant, ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Très intéressant. Et on doit faire partie des poissons qui sont vite, pas forcément des gros poissons, hein, lourds. On doit être vite. Et la rapidité, je te dirais, en acquisition de talent, en attraction de talent, c'est le mot d'ordre. La rapidité et la simplicité dans tout ce que nous on fait. J'adore, un bon mot de la fin. On a eu la chance de se côtoyer un petit peu là, quand j'étais chez Renaissance, un bref été, mais ça fait quand même une couple d'années de ça, puis je pense que c'est déjà 10 ans passés que tu étais chez Renaissance. Moi, depuis 2009. Depuis 2009, donc peut-être 13 ans, carrément. Ouais. Est-ce que tu es rentré directeur RH aussi ou t'as-tu gravi les gestions? Non, mon acheminement est la suivante. En 2008, en terminant mon certificat en ressources humaines chez HEC, je cherchais un stage. Je restais tout proche du bureau chef et puis j'ai proposé si je peux faire un stage. Ils m'ont accepté. Donc, je passais mon stage et lorsque j'ai terminé, je partais à la recherche de travail. Peu de temps après, en 2009, on m'a recontacté pour assurer un poste temporaire en tant qu'agent RH. Puis après, j'ai eu la permanence, agent RH, conseiller RH, puis directeur des ressources humaines. Très cool. Fait que ça fait quand même plusieurs années que tu es directeur RH, fait que tu en as vu passer probablement des défis différents. Exactement. Ici au Québec, ça fait depuis 2009, mais avant d'arriver, j'avais un poste similaire à celui-là dans mon pays d'origine. OK. De par votre dynamique d'entreprise, là, je pense que vous engagez beaucoup aussi par vous avez des enjeux qui sont vraiment propres à votre type d'entreprise, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que vous faites beaucoup de réinsertion sociale. Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que vous avez des enjeux par rapport à ça pour aller au niveau du recrutement? En fait, le défi, il est en fait similaire que ce soit pour des postes de participants, parce qu'en essence, sa mission, c'est la réinsertion socio-professionnelle, donc réintégrer les personnes qui ont de la difficulté à réintégrer le marché du travail ou des nouveaux arrivants qui se cherchent une première expérience au Québec. Alors, auparavant, il y avait quand même un bassin d'aller chercher ces personnes. Aujourd'hui, avec la pénurie ou la crise de main-d'œuvre, donc même ces personnes-là, avec ou sans expérience, sont capables de trouver un travail. Donc, les employeurs, ils sont de moins en moins exigeants. Au contraire, ils font même de l'insertion chez eux. Donc, alors, ça ramène une difficulté ou un enjeu pour nous pour aller chercher ce type de personnes pour le parcours. Mais aussi, on est en tant qu'employeur, on a des magasins, on est en entreprise intégrée, on a le transport, on a le vente au détail, on a la maintenance immobilière, les départements RH, marketing, etc. Donc, les besoins sont aussi situés à ce niveau-là et puis on a de la difficulté comme n'importe quelle entreprise actuellement dans un marché qui est très, très difficile où
pour les candidats, ils sont très rares. Yes. Mettons que je te demande, c'est quoi qui occupe le plus de ton temps là, en tant que directeur RH dans les dernières semaines, derniers mois? C'est quoi les gros enjeux que vous avez? Deux choses. La première chose, c'est l'acquisition de talent. En fait, j'ai un département qu'on a nommé l'acquisition de talent, mais c'est pas un titre propre parce que, en fait, aujourd'hui, c'est pas le candidat qui vient chez l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit aller chez Oui. le candidat. Donc, c'est beaucoup de chasse, etc. Donc, il faut être proactif, aller vers les candidats, les solliciter, les intéresser pour venir travailler chez Renaissance. Ça, c'est la majeure partie, écoute, c'est le grand défi. Deuxième défi, c'est le développement des compétences parce que on est dans un marché où la rareté de main-d'œuvre est là, est présente. Moi, je parle d'une crise de main-d'œuvre. Donc, on accepte à avoir des personnes avec un profil, je dirais, assez junior, dans des postes de responsabilité. Donc, soit des nouveaux étudiants, soit des personnes qui ont peu d'expérience dans un poste de gestion, par exemple, de magasin. Donc, c'est pour là que l'enjeu aussi, c'est si on accepte d'avoir des personnes avec moins d'expérience, mais il faut les accompagner de façon plus soutenue pour développer leurs compétences managériales. Parce que ils ont besoin d'un encadrement. Auparavant, on trouvait des candidats avec 25 ans, 30 ans d'expérience, 15 ans, 10 ans. Aujourd'hui, tu trouves un candidat avec un potentiel, 1 ou 2 ans d'expérience et même avoir les compétences transférables. Écoute, il a une expérience probante dans un autre domaine d'activité. Je vais le recruter parce que je vois le potentiel, mais je vais le développer. Super intéressant. Est-ce que vous avez mis des systèmes en place pour justement accompagner ces gestionnaires-là qui n'ont pas d'expérience? Oui, exactement. En fait, je viens de nommer que j'ai un département d'acquisition de talent, j'ai un département de développement des compétences. Et encore une fois, c'est pas fortuit parce que moi, je suis très conscient qu'il faut vraiment travailler fort sur l'intégration, la formation. Donc, on a un processus de formation et d'intégration, que ce soit technique ou managérial. Donc, on commence par la formation technique. Le gestionnaire ne passe pas directement dans son magasin, par exemple. Il doit suivre une formation minimalement de 6 semaines. Après, il y a un accompagnement. Puis, au fur et à mesure qu'il avance dans l'organisation, il y a les formations je dirais, de management, RH surtout. Puis, on a une formation qui est dédiée au gestionnaire, que c'est le leadership agile. C'est 12 modules sur 12 mois que la personne va acquérir toutes les compétences en matière de management, la communication, la gestion je dirais, la gestion des ressources humaines, en fait, travailler sans stress, etc., etc. Est-ce que ça fait longtemps que c'est mis en place? Depuis 2018. OK, quand même. Puis c'est quoi le feedback que vous avez de ça jusqu'à présent de vos gestionnaires? En fait, les gestionnaires adorent cette formation-là, mais vous savez, parce que leur permet de s'ouvrir sur eux-mêmes, parce que ça permet aussi d'interchanger avec leurs collègues, et puis c'est beaucoup dans la remise en cause, l'acceptation, et puis comment déléguer, comment communiquer sans être dans le jugement, etc., s'ouvrir sur les autres. Donc, c'est très important. Et on est en réflexion pour la rendre plus flexible et plus souple, parce que c'est 12 mois, 12 modules. Donc, on est en train de faire cette réflexion-là pour la rendre plus flexible. Qu'est-ce que tu entends par flexible? Que ce ne soit pas nécessairement 12 mois? En fait, c'est une formation qui, par exemple, vous devez faire ce module-là pour passer à ce module-là. Et ce qui est important, c'est que la personne doit faire ce cheminement. Ça ne permet pas une flexibilité. Une personne dit, écoute, je ne suis pas disponible ce mois-là, je peux bypasser, je reprends la formation le mois d'après parce que pour X raisons. Et puis que ça se connecte toujours. Donc, garder le cap, mais de façon permettre une certaine flexibilité aux gens qu'on s'adapte à leurs contraintes, horaires de travail aussi, et puis la vie personnelle aussi. Mm-hmm. Tu parlais que ça, c'était le deuxième point qui occupe ton temps. Le premier était de justement aller chercher les gens, qui est vraiment pour avoir fait plusieurs entrevues déjà là, pour l'apéro RH, que j'entends que c'est vraiment de plus en plus le cas pour de plus en plus d'entreprises. Puis c'est pour ça que tout le monde travaille sa marque employeur puis la diffuse de plus en plus. Vous faites quoi pour aller les chercher? Comment vous arrivez à être proactif là-dedans? Ben, en fait, première des choses, on est déjà sur un projet de marque employeur avec une entreprise externe. On est en train de le finaliser. Donc, pour se positionner comme employeur de choix, travailler les personnels, puis
à être capable d'aller attirer des profils qu'on a besoin. Donc, ça, c'est ça. Et puis, aussi, parce que la marque employeur aussi, il ne se limite pas dans l'attraction, c'est l'incidence en interne de fidéliser plus les personnes. Donc, moi, dans mon livre, moi, honnêtement, avant de commencer à aller recruter les personnes, il faut focuser sur les personnes qu'ils ont choisies en naissance. Les fidéliser, les garder, leur donner le goût de continuer à leur carrière professionnelle avec grande essence. Ça, c'est très, très important. Et aller chercher des candidats. Donc, c'est beaucoup de sourcing, à chasse. Donc, utiliser les médias sociaux, c'est sûr et certain. Écoute, participe à tous les événements possibles pour être présent sur la place publique. C'est vrai qu'on fait des annonces sur les sites, etc. Mais moi, je dirais c'est la chasse, le sourcing, c'est d'aller chercher des candidats, solliciter. Même si la personne n'accepte pas l'offre, il faut semer une graine, rester en contact avec la personne pour qu'on puisse, à un moment donné, s'il veut vraiment être intéressé par un sens, et la garder une bonne mémoire, un bon souvenir de première contact. Donc, c'est beaucoup médias sociaux, la chasse et des événements à l'extérieur pour attirer plus de candidats. Vous utilisez les médias sociaux comment? En fait, je viens de créer un poste de RH marketing qui va être en charge, mais auparavant, c'était avec la collaboration de mes collègues dans le département communication marketing. Donc, si tu me dis quoi qu'on utilise, on utilise actuellement tout ce qui est Facebook, c'est très important, LinkedIn, et on essaie de travailler avec TikTok. Donc, et puis on essaie de LinkedIn d'être plus proactif pour que les gens voient les activités en interne et vendre notre image à tous les candidats. Et surtout d'être de noyauter notre organisation avec d'autres organisations, avec d'autres groupes de discussion pour s'ouvrir à toutes les communautés pour qu'on puisse être visible en tant qu'une organisation de réinsertion qui participe dans la protection de l'environnement de façon indirecte et aussi beaucoup de la réinsertion et puis une carrière professionnelle dans le magasin ou dans l'un de nos services. C'est quand même assez impressionnant à quel point, avant, parce que là, c'est ce que j'entends, en fait, parce que moi, je ne l'ai pas vécu nécessairement, je commente les deux, mais qu'avant, c'était, vous aviez votre pile de CV, puis que maintenant, il faut aller faire notre propre pile de CV. C'est quand même vraiment drôle comme dynamique qui est changeante. Au niveau de, parce que, de par votre dynamique, justement, que vous êtes quand même une vraiment grande entreprise avec 1200 personnes, 1200 travailleurs. J'entends beaucoup d'entreprises, de directeurs RH, de départements RH, essayer de pousser l'expérience candidat. Est-ce que, comment dans une dynamique qu'on est vraiment dans un gros volume, qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait une bonne expérience candidat, puis ça veut dire quoi une bonne expérience candidat pour vous? En fait, ce qui est le plus important, c'est d'être à l'écoute au candidat, répondre surtout à ses demandes et ses questionnements. Et puis, en fait, il faut pas, tu sais, les candidats aujourd'hui, ils ont que l'embarras du choix. Il faut pas être agressif et envahissant, d'accord? L'approche, ça va être une approche dynamique, démontrer, parler de l'organisation, démontrer l'intérêt de l'organisation et leur expliquer pourquoi on l'a approché. Et puis, garder le contact avec lui de façon, écoute, si c'est un candidat intéressant, garder le contact régulièrement. Mais faut être, je dirais, je dis ça à mes recruteurs, mes chasseurs de tête, je dis, faut pas être dans incisive. Il faut pas assister. Il faut que le candidat ait du plaisir lorsque vous parlez, d'accord? Vous leur donnez beaucoup d'informations sur l'organisation, l'inviter à venir chez nous s'il veut. Et écoute, moi, hier, j'ai pris un café avec mon collègue directeur de vente, avec une personne qui a connu à notre porte, une personne qui a une excellente expérience de vie, une expérience aussi professionnelle. On n'a pas de poste pour l'instant, mais on l'a rencontré, puis la rencontre, c'est que à la fin, il nous a serré la main. Merci d'avoir accordé le temps. Puis je dis, écoute, ça peut se concrétiser comme ça peut pas se concrétiser, mais l'essentiel, à la fin, ils se sentaient respectés, ils se sentaient comme écoutés.
Puis ça va être notre ambassadeur aussi là, pour reporter comment il a vécu l'expérience avec les directeurs de chez Renaissance. Ça donnera l'envie à d'autres personnes à travailler chez Renaissance. Donc, c'est de cette façon-là, c'est de prendre soin de ce candidat. Qu'il répond pas aux exigences de poste. C'est pas grave. C'est comment il va sortir après l'entrevue, convaincu que si j'ai pas ma place aujourd'hui, peut-être demain. Et comment il va véhiculer le message à d'autres, à sa famille, à ses frères et sœurs, comme quoi, écoute, ça n'a pas marché à Renaissance, mais j'avais le goût de que ça marche. Pourquoi? Ben là, il va leur expliquer. Et ça peut donner aussi l'envie aux autres de dire, ah, OK, c'est bon, si toi, tu es dans la comptabilité, moi, je suis dans d'autres domaines, je peux appliquer sur d'autres postes. Donc, c'est très important, ce type de relation et ici, ces relations avec les gens. Je pense que tu viens de dire en analogie le meilleur exemple de comment faire d'avoir une bonne marque employeur au niveau du candidat, justement, pour faire en sorte que tu sais, ça rayonne. Que c'est pas. Là, on est dans une dynamique que je peux pas me permettre de rien faire. Fait que le fait de. Je veux marquer tout le monde pour faire en sorte que les gens se parlent, puis qu'on favorise que quelqu'un parle à quelqu'un d'autre en disant de Hey, Renaissance, ça a vraiment l'air d'une bonne place pour travailler, quitte à ce qu'ils viennent pas travailler chez vous. Bien sûr. En fait, l'expérience client, candidat, client, employé, c'est que ils sont valorisés, respectés et écoutés. Que ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. C'est que un employé, lorsqu'il quitte, par exemple, Renaissance, au moins il dit, écoute, c'est pas là que je vois ma carrière, je veux faire carrière ailleurs. Mais comme employeur, c'est un excellent employeur. Tu sais, tu peux pas répondre à tous les besoins de tous les candidats. Chacun a ses aspirations professionnelles. Mais au moins de quitter, écoute, il dit, c'est un environnement de travail sain, etc. Mais je me vois pas dans ce type d'activité. Moi, je veux faire ma carrière dans d'autres choses que, par exemple, vente au détail, etc. Ça, c'est correct, ça, on peut le comprendre et c'est légitime. Mais il sort avec l'impression qu'il a été respecté, c'est un moins long travail, les gestionnaires sont à l'écoute, on est humain, inclusif, etc. Et ce message-là qui va inciter d'autres personnes à appliquer ou à venir tenter leur chance chez Renaissance. Même s'il est dans sa carrière, dans un excellent poste, mais il avait une expérience qui n'était pas positive, il va porter ça, il dit, écoute, même si tu es dans ton domaine, je te conseille pas d'aller là-bas parce que tu vas pas aimer ton expérience. Très, très intéressant. Vraiment, merci pour le partage, Plaisir. Moussine. Vous semblez très proactif de votre côté. Tu me parlais de deux nouveaux départements. Ben pas, peut-être un rebranding là, pour le département d'acquisition de talent, mais développement des compétences, l'agrandissement de l'équipe, des nouveaux postes de marketing RH. Je pense que vous semblez très proactif, puis c'est tout à votre honneur. Fait que merci du temps. Bon, merci Jérôme d'avoir accepté mon invitation de participer au podcast aujourd'hui avec moi. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, je suis vraiment contente parce qu'il y a plusieurs épisodes que je connaissais les gens avec qui je parlais. On s'était déjà parlé avant et tout ça. Et toi, je te connais pas du tout. Donc, ça va être vraiment tout du nouveau. Autant que je connais pas toi ni l'entreprise. Fait que ça va être vraiment super intéressant. Juste avant qu'on commence, je sais pas si tu peux juste expliquer rapidement là, ton rôle puis c'est quoi l'entreprise aussi là, pour que les gens comprennent bien les enjeux quand on va parler de recrutement. Oui, en fait, je me présente, je m'appelle Jérôme Gagnon, je suis fraîchement sorti de l'école de la maîtrise de l'Université de Sherbrooke en intervention et changement organisationnel. Et en sortant de ce parcours-là, j'ai été en contact avec l'entreprise Annexaire pour laquelle présentement je travaille. Donc, Annexaire, c'est une entreprise dans le secteur de la ventilation commerciale et industrielle. On est peu connu au niveau du Québec parce qu'on est un produit très niché et 99% de nos ventes sont américaines. On parle de nos plus grands clients, Facebook, Google, Apple, Amazon, toutes les plus grandes Ivy League américaines, les stades de sport. On fait de la très, très grosse ventilation et on est un des produits, sinon le produit le plus écologique au niveau de la ventilation mondiale. Et en fait, on est situé à Saint-Germain-de-Grampton, sur le bord de l'autoroute 20. C'est là qu'on a un nouveau siège social, là, 375 000 pieds carrés. C'est un investissement de 63 millions de dollars qui a été fait qui a été construit jusqu'en 2020. Et on s'attend déjà peut-être même à grossir encore ce lieu de travail qui est assez beau et propre. Donc, juste à côté de Drummondville, sur le bord de l'autoroute 20. Parfait, excellent. Ben, merci. C'était super complet, super intéressant. C'est au niveau recrutement. Bon, OK, le nouveau bureau, vous agrandissez, vous continuez la croissance. Tu me disais tantôt qu'il y avait quand même une très belle croissance juste avant qu'on commence à enregistrer.
niveau recrutement? Parle-moi un petit peu. Comment ça parle au niveau recrutement? C'est sûr que j'ai oublié d'aborder mon rôle, là. Je suis coordonnateur ressources humaines et en charge du recrutement. Donc, et on est dans une réalité qui est spéciale parce que on est une réalité qui est 50, j'ai environ 65-70% de ma main-d'œuvre qui est syndiquée. Donc, on est dans un milieu manufacturier. Donc, j'ai une main-d'œuvre de jour et j'ai une main-d'œuvre de soir syndiquée. Et j'ai environ 30% de ma main-d'œuvre qui est non syndiquée, qui sont des emplois de plus de bureaux, d'ingénierie, tout ça. Donc, c'est une réalité de recrutement qui est complètement différente. On peut dire que le recrutement de shop ou d'employés qui vont travailler dans le milieu manufacturier, c'est plus je dirais plus que c'est de masse. Donc, c'est beaucoup plus, on récolte, on essaie d'avoir les bons outils pour récolter des CV. Et parfois, je dirais, un poste sur deux, je vais quand même aller à la chasse au CV. Toutefois, ce n'est pas la même situation que quand on va faire un recrutement bien précis pour quelqu'un dans le bureau. Quand je fais un recrutement pour quelqu'un de bureau, c'est très précis. J'utilise mes outils comme Linking Recruiter, j'utilise Indeed, on a une plateforme, nous autres, centralisée Workland. Donc, chacun des postes a une façon. On utilise des techniques différentes. Je dirais des postes de shop, j'en ai environ 15 que je reste tout le temps ouvert. Donc, on laisse des postes ouverts, même si ça peut paraître de l'extérieur comme si on n'avait personne dans notre shop, mais au contraire, c'est qu'on on utilise la plateforme Workland qui va publier sur tous les sites de recrutement possible et on laisse nos postes le plus longtemps possible ouverts pour récolter tout le temps des CV. Donc, avoir tout le temps des CV qui rentrent en continu pour être capable d'avoir une banque de CV le jour où on a besoin de ce poste-là. C'est toujours arrivé. Et après ça, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un CV que je trouve un peu intéressant, j'appelle la personne, je discute directement avec cette personne-là et toujours, en fait, je prends toujours une entrevue en présentiel pour montrer nos bureaux et montrer exactement le travail directement dans la shop, à quoi va ressembler le travail de la personne. Donc, je dirais que on fait plus récolter des CV. Si on a besoin de chasser, on le fait. Donc, on va sûrement aborder la pénurie de main-d'œuvre tantôt. Là. Vous allez voir que la situation est quand même très bonne comparée à la pénurie en général. On est très, très, très proactif et agressif sur le marché du centre du Québec, je dirais, pour être capable de limiter même, je dirais, au minimum la pénurie de main-d'œuvre. C'est ma prochaine question, en fait, justement, comment vous arrivez à combler autant de postes? Puis souvent, j'imagine que c'est des choses qui doivent être faites super rapidement, là. Donc, avec la situation actuelle, justement, de la pénurie de main-d'œuvre. Je vous dirais que c'est avec une bonne structure. Mon DRH et moi, on a une très bonne relation. Donc, et avec les gens de l'usine, là, on est, moi, environ, je dirais, 3 fois par semaine. Je participe aux réunions avec tous les contremaîtres de la shop pour savoir où est-ce qu'ils sont les trous. On a un fichier de main-d'œuvre qui est à jour avec tous nos postes, savoir où est-ce qu'on a des places. Là, on sait exactement, bon, genre des besoins là, on a des mouvements internes, des mouvements externes. Donc là, je me fais toujours une repriorisation chaque semaine de où est-ce que j'ai les plus de besoins. Et après ça, je me considère un peu comme un vendeur. Donc, c'est un peu ça que je fais. Moi, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Puis après ça, je dirais, c'est d'être convaincant puis d'avoir les bons arguments pour convaincre les gens sans bien sûr mentir. On ne ment jamais. On reste très, très ouvert sur à quoi ressemble le travail. Mais il faut être capable de se vendre. Donc, c'est un bon point, c'est parce que tu peux sûrement être capable de saisir la personne par rapport à cette personne-là, ce qui va être importante pour elle, c'est par exemple d'avoir telle qualité de travail. Fait que je vais miser là-dessus quand je vais y vendre le poste versus cette personne. C'est plus, je ne sais pas, le fait que c'est un horaire qui est plus flexible ou peu importe quand on parle de télétravail, mais dans votre cas, ça ne s'applique pas. Mais entre autres, j'imagine que c'est ça que tu veux dire par vendre, d'être capable de trouver ce qui va leur plaire, eux, dans le type de poste que tu offres. Il faut faire la limite entre vendre la réalité et vendre le rêve. Donc, on vend la réalité, mais c'est vraiment trouver, je dirais, un point de... Moi, la question que je pose tout le temps en entrevue, j'ai jamais des entrevues, j'ai jamais un questionnaire dans l'entrevue. J'ouvre le CV, je parle à la personne, discussion. Après ça, plus la discussion coule facilement, plus je me dirige pourquoi tu es rendu à un endroit où tu es ouvert à qu'on parle d'avoir un autre emploi. Qu'est-ce qui a fait que tu parles de ton ancien employeur? Et souvent, qu'est-ce qui fait que si je regarde ce CV, je regarde l'employeur avec qui tu es resté depuis longtemps, puis je dis pourquoi tu es resté là 5 ans, par exemple? Pourquoi tu es resté dans cet emploi-là 5 ans? Puis après ça, s'il me dit, par exemple, je me souviens, j'ai engagé un soudeur qui est venu, puis il y avait une feuille avec lui pour me poser des questions, puis c'était une vieille feuille réutilisée, puis j'ai dit, pourquoi ça? J'ai dit, c'est parce qu'il dit qu'il y avait un très gros côté environnemental, puis lui, l'environnement, c'est le principal. Moi, j'ai focusé que d'ici 2 ans, on a un nouveau produit qui va nous faire sauver des millions de bouteilles de plastique par mois. Et c'est sur ça que j'ai focusé pour lui parler de l'avenir de la business. Si quelqu'un, c'est vraiment plus le salaire, ben moi, je vais mettre l'emphase. On a mis des incitatifs en place. Première année chez nous, travail dans le shop, tu as 2000 $ de bonus
pour te donner le goût de déménager. Puis après ça, je ne l'invente pas, je leur montre la classe salariale, je leur montre à quoi ils ont l'air. Puis après ça, j'utilise, je vous dirais, la tournée de shop parce que notre lieu de travail, c'est une des plus belles usines, si ce n'est pas la plus belle usine au centre du Québec. On a une cafétéria, repas, 3 services à offrir à nos employés. Donc, on a 70 000 pieds carrés de fenêtres pour avoir de la lumière partout. Donc, le lieu de travail vend beaucoup le poste. Ça, je dirais que c'est ça qui fait le mieux. Puis après ça, c'est sur la quantité. Là, je veux dire, le nombre de personnes par semaine que j'approche, c'est sûr qu'il y en a qui vont l'avoir. Là. Je vois ça comme des ventes. Là. J'ai des semaines que je rentre 3 personnes. J'ai des semaines, cette semaine, j'en rentrais 7. Donc, après ça, on travaille sur bien sûr la fidélité. On travaille sur garder notre monde. Donc, si on ne perd pas notre monde, on a moins besoin de recruter. Donc, c'est 2 flancs à travailler en même temps. Comment vous naviguez avec le fait que, justement, en ce moment, il y a le gros mot de télétravail, horaire flexible, il y a beaucoup ça pendant la semaine de 4 jours, puis vous qui avez vraiment besoin des gens présentiels, on s'entend, là, il n'y a pas de possibilité de télétravail, justement, puis en étant aussi des grosses équipes, s'installer une semaine de 4 jours dans une équipe comme nous de 6 personnes, ou d'horaire flexible, c'est facile. Mais pour vous, comment vous venez jauger avec le fait peut-être qu'il y a de la compétition qui vient offrir des choses comme ça, mais que vous ne pouvez pas venir offrir? Il faut faire attention de ne pas généraliser la réalité. On vit souvent dans une boule de cristal quand on est dans le monde. Je dirais que c'est juste un type de travail qui est de bureau, qui est juste une équipe de bureau avec une même réalité de poste. Quand on a des bureaux, des postes de travail de bureau dans une réalité manufacturière, on n'est pas du tout dans la même réalité parce que les gens de bureau, il faut être conscient que si on n'a pas les gens de shop qui travaillent en présentiel pour le faire et qui n'ont pas les réponses à nous autres, que nous autres, on a souvent des réponses, bien, on n'a pas de produit et on ne gagne pas notre vie. Donc, c'est pas la même réalité. C'est sûr qu'il y a des gens ici qui sont plus attribués, qui aiment beaucoup le télétravail. Nous autres, le télétravail, c'est plus dur. On a un propriétaire unique, M. François Lemieux, qui est président d'entreprise, qui a investi de sa poche ces millions-là pour construire un lieu de travail qui est le mieux pour les gens possible, avec une cafétéria, avec tellement de services pour les gens, que d'envoyer des gens en télétravail, c'est un peu de ne pas fitter avec la réalité de comme on règle les choses rapidement ici, si on a une situation à régler, mais on le travaille là, on fait des réunions, les réunions sont efficaces, sont rapides. Pour être honnête, moi, passer du temps à mon bureau, je ne fais pas ça beaucoup. Pour ressources humaines, je ne me verrais même pas. Je veux dire, je ne pourrais pas être 100% télétravail en ressources humaines parce que je vous dirais que je passe 80% de mon temps, pas à mon bureau, dans le shop ou en meeting ou en entrevue. Donc, cette réalité-là manufacturière amène que, veut pas, le télétravail fit moins avec notre réalité. Est-ce qu'on va évoluer un jour? Ça va dépendre de plusieurs choses, de plusieurs contextes, mais on veut que les gens aient le goût d'être ici, puis de former une sorte de famille. Là. Parfait. Ça dépend vraiment du type d'industrie. Ça me fait penser, pendant que tu parles de ça, par le passé, j'ai travaillé comme chargée de projet dans une imprimerie qui avait une shop et tout ça, justement. Puis le temps de travail, ça n'aurait pas été possible parce qu'on devait aller faire des touchpoints, vérifier, faire des meetings en présentiel, tout ça. Donc, c'est sûr que ça ne s'adresse pas tout le temps à la réalité. Puis, de toute façon, je pense que vous allez attirer les gens qui ont envie aussi d'être au bureau avec tous les avantages que vous offrez d'être sur place. Donc, ça, c'est une super bonne réponse. Sinon, au niveau de vos étapes de recrutement, j'ai aimé ce que tu me dises que vous invitez les gens à venir visiter parce que ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis c'est la deuxième personne qui me dit ça dans un podcast. Puis je trouve ça le fun parce que je pense que ça donne la chance de venir. Tu sais, des fois, on arrive à un endroit, ils ne nous font pas visiter, on fait juste passer l'entrevue, on rentre dans une salle, on ne voit pas vraiment les gens avec qui on va travailler. On est moins capable de sentir le vibe. Et entre autres, j'imagine que ça aide le candidat aussi à prendre une décision s'il croit qu'il va fitter ou non dans l'entreprise. Fait que, bref, tout ça pour demander, dans le fond, vos étapes de recrutement, à part le fait de venir faire visiter, ça ressemble à quoi? Il y a 2 façons. Il y a, je dirais, ça dépend si je récolte ou si je chasse. Si je récolte, on va dire ça de même, là, les employés que j'engage, ce n'est pas des proies, là, mais d'une certaine façon, récolte de CV, donc tout est dans l'affichage de poste. On revoit notre affichage de poste pour être le plus. Je dirais qu'on les a revus un petit peu plus marketing, qu'il y ait beaucoup plus de call to action dessus, de dire de vouloir que les gens aient le goût, parce qu'on sait que l'attention est très courte. Donc, si après 5 secondes, notre affichage de poste n'attire pas l'œil ou ne donne pas le goût d'être lu, les gens n'iront pas jusqu'au bout, donc ça ne sert à rien. Après ça, je vous dirais qu'on met énormément d'emphase sur le référencement. On a des primes de référencement. Donc, je vous dirais que 30% des emplois que j'offre, c'est du référencement, puis j'y vais avec la communauté. On est quand même pas dans une très grosse ville, Saint-Germain-Grand-Anne, Drummondville, c'est pas. Les gens se connaissent, donc on joue là-dessus beaucoup.
Donc, si on récolte, moi, je vais faire mon affichage de poste. J'utilise la plateforme Workland. Je mets mon affichage de poste là-dessus. Et ensuite, je la diffuse sur toutes mes plateformes de recrutement. Donc, LinkedIn, Indeed, Jobinco. C'est là, tout est publié sur cette poste-là. Et les gens qui font des recherches par type d'industrie vont voir notre affichage de poste paraître. Ils vont pouvoir envoyer leur CV. Et moi, c'est remis comme sur un gros tableau de bord. Donc, quand j'ai des gens qui appliquent, je vois leur CV directement là-dedans. Ensuite de ça, selon le type de poste, si c'est un poste bien précis que j'ai la chance d'avoir 10 CV pour, je dirais, 3 postes, ben, je vais faire mon tri de CV. Mais souvent, on ne vit pas trop mal la pénurie de main-d'œuvre, mais on n'a pas le luxe de dire OK, j'ai 15 CV, j'en prends 3 là-dessus. J'ai souvent 3 CV, j'en prends 3. J'ai à ce niveau-là. Puis si je n'ai pas de place encore pour un CV qui a du potentiel, si quelqu'un a, par exemple, un DEP en électromécanique ou en réfrigération de système, que je n'ai pas de poste encore à trouver, je vais m'arranger pour y trouver un poste pareil parce que je sais que cette rareté de main-d'œuvre-là est très difficile. Le monde de la construction, pour les gens qui ont des DEP, ils sont très agressifs pour les salaires. Toutefois, leur stabilité de main-d'œuvre est tellement difficile que c'est souvent là qu'on récolte des gens parce qu'ils veulent avoir une stabilité, un horaire régulier, travailler dans un beau lieu de travail, pas moins 10 dehors. Donc, c'est comme ça, la récolte, je vous dirais que c'est une technique qui est très facile. Ensuite de ça, la chasse. Tout part du besoin. Par exemple, si j'ai besoin d'un directeur, d'un ingénieur, d'un chargé de projet, tout ça, ben moi, je vais chercher le plus d'informations sur le terrain, de savoir à quoi ressemble le poste. Et je me fais moi-même une idée de description de poste. Bien sûr, je le publie sur les sites de réseaux sociaux comme Workland aussi. Toutefois, je m'embarque sur mes outils de LinkedIn Recruiter que j'utilise. Je fais un tri là-dessus. Ou Indeed. Indeed, dans le meilleur des mondes, c'est sur Indeed. Je vais voir qui a mis son CV à jour, puis ceux-là sont plus faciles d'accès. Sinon, j'y vais vraiment à la chasse. C'est plus dur, ceux-là. Je m'en vais sur LinkedIn Recruiter, je rajoute les gens et quand ils m'acceptent, je leur écris un message qui est personnalisé. Je déteste faire des emails parce que je trouve que les emails, quand les joueurs les reçoivent tout de suite, je trouve que c'est J'ai non l'impression que c'est personnalisé. écrit publicité à côté au lieu de mail. Là, fait que, ouais. C'est ça. Fait que tu sais, fait que quand ça clique tout de suite, là, dès que tu as accepté la personne, tu sais qu'elle a peut-être fait ça avec 25 personnes. Moi, d'une certaine façon, je veux personnaliser mon message. Et de cette façon-là, après ça, j'engage une discussion. Bien honnête. Moi, le seul but de cette discussion LinkedIn-là, c'est d'en finir avec un appel. Puis après ça, que je sais qu'avec un appel, je vous dirais que 80% du temps, ça finit en entrevue. Puis après ça, c'est un côté séduction et négociation entre les deux, d'une certaine façon. Le rapport de force a tellement changé que moi, mon but, je veux que la personne vienne ici. Par exemple, tantôt, là, dans une quinzaine de minutes, j'ai quelqu'un qui vient pour un poste assez haut placé qui va se déplacer de Trois-Rivières pour venir faire son entrevue. Parce que souvent aussi, c'est qu'en ayant une entreprise, on vient d'une petite PME, dans les entrevues, quand des postes de direction comme ça, par exemple, les vice-présidents, les directeurs s'impliquent dans l'entrevue avec moi directement pour être capable d'avoir des profils clés là-dedans. Donc, c'est deux stratégies, la chasse ou la récolte. Et présentement, là, je veux dire, avec environ, moi, depuis le début du mois de janvier, j'ai recruté 80 personnes. Puis j'en ai peut-être perdu 10-12 personnes au courant de l'année, des gens qui ont déménagé ou des gens qui ne s'attendaient pas nécessairement au poste, même si parfois des gens qui sont surpris du poste de travail, même si je les mets, souvent je mets les gens dans la shop, voici ton travail. Te vois-tu faire ça? Puis souvent, les gens disent oui, parfait, ça va être ça. Mais des fois, après, une semaine ou deux. C'est des choses que tu peux pas prévoir, ça, de ce côté-là. Puis aussi que ça se passe après une semaine ou deux, qu'après avoir suivi plusieurs formations aussi. Là, donc, mais c'est vraiment une super bonne réponse. Le temps file. Merci vraiment beaucoup pour. C'était vraiment super instructif. Sinon, mettons, j'aimerais ça juste terminer avec une dernière question. Mettons. Si tu avais un enjeu que tu voudrais changer, là, qui se passe en ce moment, là, mettons, que ce soit un défi plus difficile et tout ça, pour que ça soit encore plus performant au niveau du recrutement, ça serait quoi? Je vous dirais, question, hein? c'est que présentement, là, je ne veux vraiment pas sonner comme vantard ou comme ça. C'est qu'on a pris une situation où on est une nouvelle équipe ressources humaines dans mon équipe. Moi, ça fait 6 mois qu'on est là. Mon directeur fait 4 mois. Et on a réussi à mettre une stabilité que ça faisait un certain temps qu'il y avait une certaine instabilité. Là, on l'a mis. Et là, on a réussi à atteindre un certain niveau de recrutement. Mais je dirais, c'est de mon côté, c'est de parfaire un petit peu mon pif de recruteur pour exactement savoir qui va à la bonne place, de la bonne façon, puis de savoir aussi de quelle façon être capable de trouver le plus de CV possible. Donc, des fois, si on trouvait une façon de minimiser la quantité de temps que je mets sur la chasse et de plus récolter, donc, ce serait de développer encore plus notre reconnaissance auprès des gens, puis que les gens sachent c'est quoi Nexter. Parce qu'on est dans le secteur B2B, on est dans un secteur qui n'a pas beaucoup de gens qui nous connaissent,
mais quand ils rentrent ici, les gens sont souvent émerveillés de voir à quel point c'est gros, puis je viens d'à côté, je ne savais pas que ça existait. Donc, ça arrive, puis là, il faut faire vraiment comme, OK, genre, à quel point c'est une entreprise qui innove, qui est rendue loin, on s'entend que d'ici quelques mois, on va être dans le 4.0, nous autres, là, les machines vont se transporter tout seules. Donc, c'est un peu fou, là, tout ce qui se passe ici, puis les gens, en venant de l'extérieur, visitent. Ce serait d'améliorer de notre côté, de maximiser l'approche de CV, d'en avoir plus naturellement. Mais sinon, je te dirais qu'on est quand même satisfait de ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller faire du recrutement international. On n'est pas dans cette situation-là parce qu'on est agressif et quand on a un talent, ben, on le garde, on le prend, puis je le signe tout de suite. Moi, si j'ai une bonne personne, il ne part pas chez eux tant qu'il ne m'a pas signé un contrat. C'est bon. Ça ressemble à ça. C'était vraiment super pertinent comme réponse. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Tu as travaillé chez Bombardier. J'ai stalké un petit peu ton profil LinkedIn avant que tu arrives dans l'enregistrement. Aussi de General Mills, puis Cascade, toutes des gigas entreprises. Fait que ça faisait du sens de te recevoir pour recrutement de masse, l'épisode de recrutement de masse. Est-ce que tu as encore justement le pied dans ces entreprises-là ou dans des entreprises qui font du recrutement à grande échelle? Oui, j'ai encore. Maintenant, c'est sûr que j'ai ma propre compagnie avec une associée, donc Talent IQ. Puis, c'est le genre de mandat qu'on prend. C'est plus moi là, qui les prends, ceux-là. J'aime bien ce type de mandat-là. Puis, c'est ça. Puis, j'ai une expérience aussi. Puis, en même temps, c'est jamais une recette qu'on applique à la lettre. Hein, donc, chaque projet est différent. Puis, il faut toujours avoir un angle d'approche bien personnalisé. Mais j'ai commencé ma carrière au Cirque du Soleil où, à chaque fois qu'on partait un nouveau spectacle, il fallait embaucher jusqu'à des fois 200 personnes selon la grosseur du spectacle dans une courte période de temps pour qu'après ça, le spectacle roule et parcourt le monde. Donc, ça a été ma première expérience vraiment, en fait, là, en recrutement. J'ai aussi travaillé chez Jacob, j'ai fait de l'ouverture de magasins. Hein, fait que c'est aussi là, dans le monde du détail. Ça va vite. C'est une réalité là, qui est là exactement. Puis dans le manufacturier aussi, tu les as nommés tout à l'heure. Donc, c'est le recrutement de masse, par exemple, quand on ouvre des usines, ou des fois, on a des équipements à ajouter dans l'usine. Donc, on ajoute, par exemple, des lignes de production. Donc, évidemment, il faut aller embaucher des gens, des fois, là, avec des gros volumes. Tu sais, j'ai fait de l'embauche pour des ouvertures d'usines à 500 personnes, là, donc aux États-Unis, entre autres. Là, donc, ouais, c'est ça. Fait que chaque projet est différent. Puis, tu sais, recrutement de masse, ça peut être bien des choses. Il y a le saisonnier aussi qui embarque là-dedans. Donc, c'est toutes des différentes réalités. Mais moi, je fais deux distinctions au niveau du recrutement de masse. Puis en tant que personne responsable de l'acquisition de talent ou en tant que recruteur, on peut être amené à avoir justement des projets qui sont circoncis dans le temps. C'est-à-dire, justement, je travaille pour une compagnie, puis il y a une ouverture d'usine, un nouvel entrepôt. Donc là, j'ai un projet de recrutement. Il y a des compagnies qui font ça là, à l'année longue. C'est différent aussi l'approche. Je pense au centre d'appel. Les autres, ils en font du recrutement de masse et c'est à l'année longue. Donc, l'approche est différente. Puis eux autres, je pense que ça roule bien. Là. Ils ont quand même des techniques bien éprouvées, mais en tant que spécialiste acquisition de talent, si on n'a pas cette expertise-là, il faut quand même se poser la question comment je l'approche un projet de recrutement de masse parce que ça, évidemment, c'est différent que d'aller chercher là, des postes ou d'aller combler des postes ici et là. Parlons de ça. Mettons que c'est justement par projet, parce que c'est pas un angle que j'ai exploré à date avec les autres invités. C'est quoi les bonnes pratiques dans ce sens-là? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une structure que tu mets en place qui est qui est pas redondante, mais que tu mets en place à chaque projet? Puis que c'est juste. Parle-moi un petit peu de ça. Oui, je dirais que la base des outils là, que j'utilise, c'est des outils de gestion de projet. Parce que là, on est en masse, puis il faut se faire une planification. On ne rentre pas là, dans un projet comme ça, les yeux fermés en disant, bon, on va afficher nos postes, puis advienne que pourra. Surtout quand on est dans du gros volume, il faut s'assurer, je prends l'exemple d'une ouverture d'usine, est-ce que toute la machinerie va être arrivée au moment où nous, on va faire des embauches. Sinon, il faut aussi graduer un petit peu puis se donner des objectifs, par exemple, par semaine, en se disant, OK, bon là, au début, on va combler les postes salariés ou de direction, par exemple. Après ça, quand la machinerie arrive sur place
faut s'aligner avec les équipes de production pour s'assurer qu'on a un calendrier qui fait du sens aussi au niveau de la capacité. Là, je donne un exemple, mais ça peut être aussi la capacité d'accueil. Est-ce qu'on est capable de former tous ces gens-là si on a 500 personnes embauchées? Comment on va organiser, planifier notre recrutement en fonction de la réalité qu'on a? Fait qu'il faut être très, très proche des opérations. Puis moi, souvent, c'est là que j'interviens. Puis quand j'arrive, là, c'est là qu'a été le manque. Fait que là, on a déjà commencé le recrutement. Puis là on n'a pas nécessairement, l'équipe interne, c'est pas aligné avec la production ou les opérations. Puis ça se parle pas. Puis là, ben, on voit là, que le recrutement n'est pas aligné avec les besoins. Donc, c'est certain que d'avoir des rencontres de façon régulière aussi, des genres de scrum, là, comme on a aussi en mode agile. Moi, c'est ce que je fais, surtout quand on rentre vraiment, on a fini notre phase de planification, puis on rentre vraiment dans les opérations. Il va y avoir beaucoup de gens parfois qui vont être impliqués dans ce genre de projet-là. Donc, d'avoir une fréquence au niveau des rencontres, c'est très, très important pour être capable d'aller déjouer tous les petits enjeux parce que là, on est dans le volume. Fait qu'il faut que ça rentre puis il faut que ça roule. Il faut que tout le monde comprenne c'est quoi son rôle. Donc, la phase de planification, là, c'est la plus importante. Puis s'assurer d'avoir les bonnes personnes ressources autour de la table. Tout le monde qu'on va impliquer dans le projet, que ce soit notre marketing qui va peut-être nous accompagner au niveau de l'attraction. On se fait un genre de kick-off meeting là, au départ, notre production, l'équipe de recrutement, on s'assoit puis on s'occupe de la planification. Puis après ça, ben oui, il va y avoir des ajustements, mais on sait aussi, on a un objectif commun puis on a les mêmes, on est aligné là-dessus. Fait que ça, c'est primordial, je dirais, surtout quand on est en très gros volume. Fait que vraiment, ne pas y aller en silo, mais comme impliquer toutes les équipes qui vont être là, puis de savoir, puis de communiquer, puis de vraiment avoir le pouls de tout le monde pour pouvoir, toi, structurer tes étapes. Puis tu as dit, Maud, en entrée de jeu, que tu as travaillé pour plusieurs entreprises, ça fait donc longtemps, naturellement, que tu as le pied là-dedans. Tu as probablement vu passer des enjeux différents depuis ces années-là. Aujourd'hui, là, c'est quoi les enjeux qui occupent ton temps, puis sur lesquels c'est ça qu'on attaque en ce moment? Oui, ben, je dirais qu'une fois que ma phase de planification est faite, là, je vais regarder 4 éléments. Je vais regarder mes ressources en place, justement, parce que là, on va être en volume. Est-ce que j'ai assez de recruteurs pour faire face aussi au volume de traiter tous les CV qui rentrent? Est-ce qu'on va, pour ce projet-là, avoir une façon différente d'organiser le travail? On va peut-être dire, on va mettre des gens qui vont juste faire de la présélection téléphonique, des gens qui vont juste faire, par exemple, des offres. On va peut-être décider selon aussi l'ampleur. Donc, vraiment de prendre le temps d'ajuster peut-être au niveau de l'équipe. Est-ce qu'on va aller chercher d'autres gens à l'interne? Je te donne un exemple, dans un des cas, on est allé chercher des retraités pour faire les accueils des nouveaux. Parce que, bon, ils sont passionnés, ils connaissent la business, ça leur fait plaisir, puis nous, on n'avait plus de capacité. Mais on l'a prévu dès le début. Wow. On le savait qu'on n'allait pas l'avoir. Fait qu'il faut penser, là, en dehors de la boîte, comme on dit, là, je fais de la traduction libre, mais c'est ça aussi. Puis des fois, on n'a pas nécessairement la capacité de façon très, très claire devant nous. Mais là, c'est là qu'il faut penser à d'autres solutions. Donc, les ressources, mais aussi les processus. On est en mode rapide. On veut que ça roule, qu'on ait des embauches de façon rapide. Ça veut dire aussi beaucoup de volume, par exemple, d'entrevues. Est-ce qu'il y a lieu de modifier notre processus de recrutement? Est-ce qu'on va faire des entrevues de groupe, peut-être, pour certains postes? Puis c'est peut-être pas ça, dans le fond, dans notre processus normal des choses, mais là, il y a un avantage à se poser des questions. Chacune des étapes du processus, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on a une bonne rapidité pour faire l'embauche et atteindre nos objectifs? Donc, ça aussi. Souvent, quand j'arrive, moi, sur des dossiers, ben on est rendu assez avancé dans le processus. Puis là, c'est là qu'on se rend compte, bon, ça ne marche pas notre processus. Là, on est en train de perdre des candidats, on n'a pas de capacité, on n'a pas mis les bonnes ressources. Puis là, c'est là que les difficultés arrivent. Normalement, si on a fait cet exercice-là dès le début, on est déjà mieux équipé. Même si des fois, il arrive des imprévus, là, on est mieux équipé. Puis sinon, ben, les données aussi. Donc, dès le début, de prévoir comment je vais calculer mes retombées, là, comment je vais calculer, en fait, que c'est un succès, mon projet de recrutement. Donc, d'arriver à la fin et de dire, ben, je ne le sais pas, dans le fond, j'ai mis plein d'argent sur mon plan d'attraction, puis je ne sais pas, en fait, ça a été quoi ma meilleure source d'embauche. Bien, la prochaine fois où j'ai une ouverture d'usine, je n'aurai pas de données sur lesquelles m'appuyer.
Puis aussi, de les calculer de façon constante tout au long du projet. Des fois, c'est des projets sur des longues périodes. Donc, d'être capable aussi de se rajuster. On voit que, oh, il y a quelque chose qui donne des bons résultats. OK, bon, ben, on le voit en temps réel, puis on va peut-être mettre notre énergie, notre budget sur des activités, là. Donc, déjà de prévoir, ça va être quoi la façon de récolter un petit peu les données, de voir si nos initiatives portent fruit. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose de négligé que tu as vu dans les entreprises à grand volume? Ouais, parce qu'on est tellement pressé par le temps, puis on a l'impression qu'il faut arriver, là, faut rentrer tout de suite dans l'action. Surtout quand c'est les premières fois qu'une entreprise vit ça. Je dirais, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, avec l'expérience, bon, quand ça fait plusieurs fois qu'une entreprise fait des ouvertures de sites ou des ajouts de machines, il y a des choses bon, on apprend de nos erreurs, mais je dirais que les premières fois, c'est pas quelque chose qu'on pense, puis souvent, les RH, on n'est pas bien bon dans les métriques. Ouais, c'est pas notre force. C'est souvent ça que je vois qui est un enjeu, là, peu importe le type de projet, là, pas juste en recrutement de masse. Donc, oui, puis des fois, on n'est pas tant équipé non plus là, pour avoir des données. Donc, des fois, ça peut être très, très simple. Ça se peut que dans le volume, justement, on n'ait pas le temps là, de tout tracker en bon français. Là. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on va calculer? Puis on s'entend sur quelques éléments, puis la façon dont on va le faire. Puis après ça, ben, ça va, on aura un élément justement là, sur lequel s'appuyer. Puis ça nous ramène, dans le fond, mon quatrième élément qui est l'attraction. J'ai gardé un peu pour la fin. L'attraction fait aussi, c'est un gros morceau là, d'un projet de recrutement de masse, surtout quand il est étiré dans le temps. Comment qu'on construit un plan d'attraction pour s'assurer qu'on ait une couverture en visibilité là, pendant des mois, par exemple? On ne veut pas tout mettre nos œufs dans le même panier puis mettre toute notre visibilité dans la semaine 1 parce que des fois, on a du recrutement là, qui va s'étirer dans le temps parce qu'on a des objectifs de recrutement aussi là, dans le temps. Donc, de le décortiquer par phase, d'aligner aussi avec le type de poste qu'on a à recruter. Puis vraiment, comme je disais, là, d'aller se mesurer, d'aller mesurer nos actions le plus possible nous permet de nous réajuster. Donc, évidemment, on est dans un plan d'attraction multicanal. Donc, on va faire un 360 de toutes les possibilités. On va regarder là, tout ce qui est évidemment médias sociaux, les traditionnels job postings, les partenariats, les écoles, les programmes de référencement qui fonctionnent très, très bien en période de recrutement de masse. Parce qu'on commence à accueillir des nouveaux employés qui ne nous connaissent pas, qui ont un réseau peut-être qu'on ne connaît pas. Donc, de mettre admissible ces nouveaux employés-là à référer tout de suite, faire une campagne spéciale, doubler la prime, peu importe, c'est des choses qu'on a faites aussi par le passé qui fonctionnent très bien. Puis là, ça se réfère. Puis là, ça nous amène aussi là, un certain nombre de candidats là, qui sont intéressants. Fait que c'est ces 4 éléments-là, je dirais là, qu'après mon planning, là, je regarde ces 4 éléments-là, c'est ce que je construis, puis je le partage avec l'équipe. Fait qu'on a tous nos éléments, on sait quel est le plan. Puis avec des meetings réguliers, on est capable de réajuster, on est capable on a une certaine agilité, là, en fait, dans ce genre de projet-là. Là. Vraiment solide. Juste à revenir sur la partie données moi, je suis un gars de données. Hein. Ouais. Mes données, c'est plus marketing-wise. Mais je suis curieux, en recrutement, c'est quoi les KPI? C'est quoi les indicateurs de performance clés qui font en sorte qu'on se dit ça a été bien réussi? Ouais. Puis il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai une liste, là, souvent quand je vais faire une intervention. Mettons, je te fais un top 3-4. Puis, en fait, on a une liste. Puis moi, souvent, quand j'aborde ce sujet-là, que ce soit en recrutement de masse ou pas, là, je dirais, là, il y a des KPI là, en bon français où il y a des métriques qui sont qualitatifs et d'autres quantitatifs. Donc, il y a des trucs comme, par exemple, ce qu'on appelle, là, j'utilise beaucoup de terminologie en anglais, je suis désolée, mais le fameux time to fill ou le délai de recrutement, c'est une donnée quantitative. Mais si on la prend toute seule comme ça ne nous indique pas si on a une bonne performance, surtout ces temps-ci avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, notre délai de recrutement, ça peut nous donner quand même une indication, mais si c'est pris seul, pour moi, il manque une grosse partie du portrait. Donc, évidemment, là, au niveau de la performance de l'équipe, le nombre de CV traités par semaine, puis, par exemple, l'entonnoir du candidat. J'ai eu combien de candidats qui ont appliqué versus le nombre qui sont passés en présélection téléphonique versus le nombre en entrevue et ensuite le nombre en embauche. Donc, le ratio de ça est un autre indicateur.
Donc, la satisfaction aussi des gestionnaires, ça, c'est plus dans le qualitatif. Donc, il y en a beaucoup. Je dirais qu'ici, dans un projet de masse, une des premières, ça va être vraiment ma source d'embauche. Donc, de savoir où j'ai réussi à embaucher mes candidats, c'est primordial parce qu'on va souvent mettre beaucoup d'argent sur l'attraction. Puis, on voit différents types de données, la source d'embauche, la source de candidats. Moi, je privilégie la source d'embauche parce que, mettons que j'ai un super beau taux pour un site, par exemple. Indeed, des fois, ça génère du volume, mais je ne fais 0 embauche au final. C'est pas de la qualité pour X, Y raison pour certains types de postes. D'autres, oui. C'est important de le savoir aussi. Oui, j'ai reçu du volume, mais si j'ai jamais été capable de faire des embauches pour ce type de poste-là, bien, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Peut-être qu'un autre endroit, j'ai reçu 5 CV, mais j'ai réussi à faire deux embauches sur les 5. Ah ben là, j'ai vraiment bien ciblé, en fait, là, le candidat idéal. Donc, ça, c'est sûr que c'est primordial parce que ça nous donne, évidemment, du contenu pour réajuster le plan d'attraction. Je vais te poser une question. Je pense que je m'attends à ce que tu me dises que ça soit ultra contextuel, mais tu mets combien de temps à cette étape-là après un projet? Pour un genre de post-mortem? Oui, exactement. Ben, moi, je dirais, si c'est vraiment après un projet, je pense que, tu sais, d'avoir une rencontre finale, tu sais, avec toutes les fameux stakeholders ou les parties prenantes du projet, tu sais, de faire des recommandations, de documenter aussi pour la suite des choses. Tu sais, parfois, je recommande aussi de faire une présentation tu sais, au niveau corporatif pour aussi démontrer les résultats qui ont été là. Mais pour moi, ça va différer, oui, d'un projet à l'autre, mais c'est pas non plus énorme comme travail, surtout si on a bien fait chacune des étapes et qu'on a bien planifié. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des enjeux, puis c'est important de prendre du temps après, justement post-mortem pour identifier ces enjeux-là. C'est impossible qu'il n'y ait pas de petits accrochages à quelque part, même si on planifie tout. La vie n'est pas parfaite comme ça. Mais justement, si on a on a un bon rythme de rencontre avec l'équipe, puis on est capable d'être agile, mais de prendre un temps après ça pour revenir là-dessus, puis de dire, bon, OK, si on avait à faire les choses différemment, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, moi, c'est sûr que je pense que c'est primordial, là. Autant que la rencontre pour le lancement du projet au début, ben, la rencontre du post-mortem, elle est autant. Là. Clairement, il faut le faire, mais c'est vrai que comme tu sais probablement, puis comme que je le vois avec certains clients avec lesquels on fait du marketing RH, t'es toujours le jour. Là. Surtout dans tes périodes de rush, c'est comme c'est là le besoin. On a 1000 affaires à gérer en même temps, c'est là, puis on prend pas le temps après parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Rapidement, avant qu'on termine, je vais te poser juste une petite question par rapport à ça, parce que probablement tu as plein de clients que tu as vu faire, puis je vois cette pratique-là de plus en plus être là. Tu avais mentionné tantôt l'affaire de primes de référencement. C'est quoi les bonnes pratiques par rapport à ça en ce moment? Bien, évidemment, ça a tout son sens plus que jamais, hein, la prime de référencement. C'est pas obligé d'être une grosse prime non plus. C'est sûr que les grandes entreprises sont souvent très généreuses au niveau de la prime. Là. Souvent, ça va dépasser 1 000 par embauche faite. Ce que je vois, puis que je trouve intéressant, moi, c'est parce qu'il y a aussi avec l'élément de la prime de référencement, c'est qu'il faut que la personne que tu réfères, si tu es un employé, soit embauchée pour toucher une prime. Fait que des fois, c'est comme, ça semble être un gros effort pour peut-être pas grand-chose. Pour certains, ça peut représenter ça. Donc, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est d'organiser un tirage dans tous ceux qui vont quand même avoir remis une candidature, même si elle n'est pas embauchée, parce qu'il faut quand même que la personne passe à travers le processus. Puis, il y a plusieurs éléments qui n'est pas la faute de l'employé qui a référé, là, mais ça peut être pour toutes sortes de raisons qu'on n'embauche pas la personne. Au moins, on encourage les gens à récolter des CV ou à nous référer des noms, puis après ça, que ça soit dans un cas, c'était un vélo de montagne, bon, ça peut être n'importe quoi qui puisse, être intéressant pour vos employés, des cartes cadeaux, mais quand même un beau cadeau, là, pour... puis là, on fait un tirage dans tous ceux qui ont, déposé un nom. Ben, c'est des petites choses pour encourager, mais c'est sûr que, comme je le dis, on a accès, surtout en grosse période de recrutement, on a accès à des nouveaux employés qui sont souvent en plus en lune de miel, si on veut dire, viennent de commencer, c'est le fun, bon.
Donc, de profiter de ça aussi, puis de profiter de leur nouveau réseau auquel on n'avait pas accès, ben, je pense que ça vaut la peine à ce niveau-là. Là. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un élément que j'ai peut-être pas touché, que je préciserais, là, dans tout ça, là, posez-vous quand même la question en recrutement de volume, là, l'expérience candidat, là, elle est importante. Parce que là, faire des suivis avec des candidats, quand tu fais, je ne sais pas moi, 100 embauches par semaine, est-ce que ça prend du temps? Donc, il faut se poser cette question-là. Ça va être quoi mes méthodes de suivi? Est-ce que si je modifie mon processus de recrutement, est-ce que mon candidat va quand même avoir une belle expérience? Est-ce que je vais avoir bien le temps de l'accueillir lorsqu'il va faire son accueil intégration? Donc, oui, on était plus peut-être en mode projet, interne recrutement, mais gardez toujours en tête que ça fasse du sens parce que c'est facile de perdre cet élément-là, puis que le candidat il se sente comme un numéro là, quand on a des gros objectifs d'embauche. Puis c'est pas ça qu'on veut parce qu'on veut les garder, on veut pas avoir un taux de roulement après ça parce qu'on n'a pas bien fait les choses. Fait que gardez-les en tête. Tout au long là, de vos stratégies d'attraction, de vos processus, quand vous impliquez des ressources aussi qui vont venir aider, il faut qu'il y ait aussi ça en tête, c'est très, très important parce que ça, c'est facile à échapper. Maude, un plaisir. Merci pour tes insights, ton partage d'expertise qui est certainement, ton expertise est certainement là vu les enjeux que tu as vus de toutes les entreprises par lesquelles tu as travaillé, puis le fait que tu es rendu dans une firme, que tu travailles avec plusieurs clients. Merci d'être venu partager ça à l'apéro RH. Si je suis une multinationale ou une grande entreprise qui veut faire affaire avec toi, comment que je te rejoins? En fait, ça peut être sur notre site web ou par courriel aussi Maude à commercial talentiq.ca. Maude, pas de E. J'adore, merci de ta participation. Merci beaucoup. Cet épisode était présenté par l'agence marketing WebNC. Sois des nôtres dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.